Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour Amandine, on se retrouve aujourd'hui pour parler des infections cutanées bactériennes. Tu peux nous dire de quoi on va parler en détail ? Alors déjà, il faut considérer que les infections cutanées, il y en a différents types. Et surtout, on peut les définir en fonction de la profondeur de l'atteinte. Si ça atteint l'épiderme, le derme, voire l'hypoderme, et pire, le fascia ou le muscle. Globalement, l'agent pathogène le plus fréquemment responsable, c'est Staphylococcus aureus, mais également le Streptococcus bêta-hémolytique A ou Streptopyogenes. Tu veux bien d'abord parler des infections staphylococciques, par exemple de l'impétigo ? Ok, alors l'impétigo, c'est une infection superficielle de l'épiderme, donc la couche cornée de la peau. C'est une occasion souvent périorificielle, qu'on voit souvent en pédiatrie, notamment autour de la bouche. Et c'est une surinfection d'une dermatose sous-jacente aussi, l'impétignisation, et ça peut survenir, ça par contre, à tout âge. Ça donne un aspect un peu de vésiculobulle, puis de croûte jaunâtre, mélicérique, caractéristique. La contagiosité est importante. Il n'y a pas de fièvre, et là, l'agent pathogène, c'est essentiellement Staphylococcus aureus. On peut trouver aussi des impétigos à streptocoque. Il n'y a pas besoin de faire de prélèvement en première intention, et il y a une forme particulière qui est l'ectima, ou l'impétigo creusant, qui lui est plus volontiers streptococcique. Et ça se traite comment, l'impétigo ? Alors ça se traite essentiellement par une antibiothérapie locale. C'est une des seules indications d'antibiothérapie locale en infectiologie. 5 jours, sauf si l'atteinte est importante. Et on parle d'atteinte importante s'il y a plus de 5 lésions ou plus de 2% de la surface cutanée atteinte, où là, il faudra penser à une antibiothérapie systémique. Il faut penser à recouvrir les lésions et compte tenu de la contagiosité, il y aura besoin d'une éviction pendant 3 jours. Dans les infections staphylococciques, il y a également les furoncles. C'est quoi un furoncle ? C'est une infection profonde et nécrosante d'un follicule pilosébacé. Ça se manifeste par un nodule, une papule inflammatoire, douloureuse, un centre qui peut parfois être nécrotique avec du pus, pas de fièvre, sauf dans les formes compliquées. Là vraiment l'agent pathogène, comme tu l'as souligné, c'est Staphylococcus aureus. On pourra parler de formes compliquées. L'anthrax, c'est finalement un conglomérat de furoncles. La furoculose, c'est lorsqu'il y a une répétition dans le temps et dans l'espace, des gens qui ont de multiples furoncles, notamment dans le dos. Et ça, c'est favorisé par le diabète et l'immunodépression. Les abcès cutanés et enfin les dermohypodermites périlésionnels. Le traitement du furoncle, ce sont des soins locaux exclusivement, avec des soins d'hygiène, le recouvrement. Il faut bien entendu éviter de manipuler ces lésions. Pas d'antibiothérapie, ni locale, ni systémique. Enfin, s'il y a un abcès, bien entendu, c'est l'incision qui pourra se discuter et une antibiothérapie systémique pendant 5 jours s'il y a une forme compliquée de furoncle. Et donc un abcès peut faire suite à un furoncle ? C'est ça, très souvent. Et là, quand on a un abcès, globalement, on appelle le chirurgien. Il faut mettre à plat, prélever et une antibiothérapie pendant 5 jours. J'en profite également pour parler du panari, qui est une infection staphylococcique, volontiers périinguinale. Et là, le traitement, c'est les bains antiseptiques, la chirurgie aussi, et une antibiothérapie systémique, si forme compliquée, notamment s'il y a un phlegmon des gaines. Et la furonculose, c'est vraiment difficile à prendre en charge ? Alors la furonculose, effectivement, c'est plus difficile à prendre en charge. Il faut systématiquement rechercher un facteur favorisant, le diabète, l'immunodépression. L'antibiothérapie sera systémique en cas de poussée pendant 7 jours. Et ce qu'on peut proposer, c'est une décolonisation à Staphylococcus aureus au décours, avec notamment des douches antiseptiques 1 fois par jour, une antibiothérapie locale des gîtes staphylococciques, les narines, les bains de bouche avec de l'éludril et de la mupirocine, en cas de rechute. Le problème de ces décolonisations à Staphylococcus aureus, c'est que souvent leur efficacité n'est pas particulièrement durable dans le temps. En t'écoutant, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques points communs en ce qui concerne la prise en charge des infections cutanées staphylococciques. Tu veux bien nous récapituler tout ça ? Alors effectivement, pour les infections staphylococciques, le prélèvement ne doit être réalisé que si c'est une forme compliquée ou un échec de prise en charge. Il faut vraiment comprendre aussi que ce qui va permettre d'améliorer les choses, ce sont les mesures d'hygiène, avec de l'eau et du savon, elles sont importantes, et de recouvrir les lésions. Il n'y a pas forcément besoin d'utiliser des antiseptiques locaux. Et quand on met une antibiothérapie systémique, elle doit essentiellement être à visée antistaphylococcique et repose sur de la clindamycine en priorité, mais éventuellement de la pristinamycine et de la céphalexine. Et si on parle maintenant des infections streptococciques,
Tu veux bien nous parler de la dermohypodermite bactérienne aiguë? Alors effectivement, la dermohypodermite bactérienne aiguë, ou souvent appelée érésipèle, non nécrosante, elle est souvent liée à ce streptocoque bêta-hémolytique A, mais également à d'autres streptos. Ce qui est important à l'examen clinique, c'est vraiment d'éliminer les complications et notamment l'évolution vers une fasciite nécrosante. Et comment se manifeste une dermohypodermite bactérienne non nécrosante? Alors déjà, c'est une pathologie fréquente. J'aime à dire que c'est vraiment le tableau clinique de la grosse jambe rouge douloureuse qui fait partie des situations de départ et des items de connaissance de l'EDN. C'est souvent une pathologie de la personne âgée. Le tableau est brutal, avec une fièvre, un placard inflammatoire de préférence aux membres inférieurs, avec une adénopathie dans le territoire de drainage, donc volontiers une adénopathie inguinale. On peut parfois avoir des bulles cutanées. La fièvre peut parfois précéder l'apparition du tableau cutané. Et quels sont les facteurs de risque d'érésipèle? Alors finalement, quels sont les facteurs de risque? L'insuffisance veineuse qui est responsable d'un œdème chronique du membre inférieur, l'obésité. Et puis il faut une porte d'entrée. Et il faut toujours devant un érésipèle chercher ce qu'on appelle l'intertrigo. Et il faudra bien entendu la traiter systématiquement parce que sinon qu'est-ce qui va se passer? Ça va recommencer. Et souvent, le fait d'avoir déjà fait un érésipèle est un facteur de risque de récidive. Qu'est-ce que tu fais comme examen complémentaire face à un érésipèle? Alors finalement, le diagnostic de l'érésipèle, il est clinique. Donc la première chose à faire finalement, c'est d'entourer la lésion pour permettre d'avoir un suivi évolutif, éliminer une forme nécrosante, donc notamment les signes systémiques, les signes locaux de nécrose, et rechercher la porte d'entrée. Si le tableau clinique est évident et en l'absence de signes de gravité, il n'y a pas d'examen complémentaire particulier à faire. Par contre, effectivement, s'il y a des critères de gravité, il faut bien entendu faire le bilan standard qu'on fait devant tout patient septique et des hémocultures. Il faut aussi faire attention à des contextes particuliers où on peut chercher des agents pathogènes différents. C'est le retour de voyage, le post-morsure. Alors post-morsure, le classique diagnostic différentiel, c'est une infection cutanée à Pasteurella multilocida. Post-traumatique, post-contact en milieu aquatique et les patients immunodéprimés. Comment on va traiter une dermohypodermite bactérienne aiguë non nécrosante? Alors, 3 piliers. Le premier, c'est l'antibiothérapie systémique. Globalement, c'est de l'amoxicilline ou en cas d'allergie, de la clindamycine ou de la pristinamycine. On va hospitaliser le patient lorsqu'il est obèse, parce que là, il faudra parfois débuter une antibiothérapie par voie intraveineuse ou selon le terrain, notamment la décompensation de comorbidité. Et là, typiquement, la comorbidité qui va décompenser fortement au cours d'un érésipèle, c'est le diabète. Et les sujets très âgés, vivant seuls à la maison, je pense qu'il faut être vigilant. Deuxième point, c'est important de lutter contre l'œdème et de corriger les facteurs favorisants. Donc l'important, c'est le repos. Il est capital, il faut surélever le membre et proposer une contention veineuse. Et bien entendu, traiter la porte d'entrée, entourer, photographier la lésion. Et enfin, le dernier point, c'est les traitements symptomatiques, donc effectivement du paracétamol quand la fièvre est trop gênante. Les complications doivent être systématiquement recherchées, l'abcès et les rechutes. C'est embêtant les rechutes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Alors globalement, il faut retenir que s'il y a eu plus de 2 épisodes dans l'année, on peut proposer une antibioprophylaxie par PNIG ou PNIG retard en intramusculaire. Bien entendu, il faut corriger les facteurs favorisants, le lymphœdème et les portes d'entrée. Comment on va faire la différence avec une dermohypodermite bactérienne aiguë nécrosante? Ah là, ça doit te faire peur, hein. Mais par chance, c'est quand même beaucoup plus rare. C'est une pathologie extrêmement grave et l'examen clinique peut être faussement rassurant à l'examen dermato car la nécrose évolue plutôt en profondeur. Le diagnostic suspecté à l'examen clinique est confirmé par le chirurgien en général avec des signes de gravité locaux, donc vraiment se méfier des patients qui ont des douleurs anormalement intenses et qui dépassent le territoire du placard inflammatoire, l'extension rapide des lésions et bien entendu les signes de gravité systémique et notamment hémodynamique. Les facteurs de risque de ces dermohypodermites bactériennes nécrosantes sont multiples. Chez l'enfant, on peut citer la varicelle, chez l'adulte, le diabète, l'insuffisance vasculaire et la prise en charge d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Parmi les dermohypodermites bactériennes nécrosantes, il y a une petite particularité avec la gangrène dite de Fournier, qui est une dermohypodermite au niveau du pelvis, qui doit vous faire peur parce qu'il y a souvent un retard diagnostique avec des signes cliniques très limités malgré une gravité importante et qui nécessite une prise en charge chirurgicale.
Donc de toute façon, quel que soit son site, la dermohypodermite bactérienne nécrosante est une urgence médico-chirurgicale. Cela doit nécessiter en urgence un débridement par le chirurgien avec de multiples prélèvements péropératoires. Cette fois-ci, l'antibiothérapie est de large spectre parce que ces infections sont souvent polymicrobiennes. Merci beaucoup Amandine, à bientôt. À bientôt Anne, merci. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.